Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale du Point en direct, un point à nouveau consacré aux événements dramatiques qui se déroulent en ce moment même en Ukraine. 11e jour de guerre, la ville de Mariupol est étranglée, Kiev essuie de sévères combats, près d'1,5 million de réfugiés ont déjà fui le pays. C'est d'ailleurs l'une des seules choses que l'on sait avec certitude, car rarement un conflit a été autant médiatisé et paraît en réalité si mal informé. La guerre entre Ukrainiens et Russes faisant rage aussi sur le terrain de la communication. Et chez nous, c'est déjà gagné. La terreur et l'effroi face à Vladimir Poutine sont totales. Menaces nucléaires, menaces tout court pour notre intégrité. L'écrivain Jonathan Littell résume bien le sentiment en Europe et dans le monde occidental. Tant que Vladimir Poutine restera au pouvoir, personne ne sera en sécurité, aucun de nous. Alors que faire? Existe-t-il encore une sortie de crise et la possibilité d'une paix durable? Ou sommes-nous en train de basculer ici aussi dans un nouveau temps de guerre? Et pour quelles raisons exactement? Eh bien, on en parle aujourd'hui dans Le Point. Avec nos invités, aujourd'hui autour de cette table et en duplex de Trouville en France, avec nous Frédéric Ancel. Merci de nous avoir rejoints. Merci à vous. Vous êtes géopolitologue, vous enseignez à Sciences Po Paris et à l'Institut des hautes études de défense nationale française. Vous venez aussi de publier aux éditions Odile Jacob Les voies IES de la puissance, penser la géopolitique au XXIe siècle, un ouvrage malheureusement hautement de circonstances. Corinne Amacher, bonsoir. Professeur d'histoire russe et soviétique à l'Université de Genève, vous y dirigez le master Russie et vous avez publié l'an passé aux éditions Antipodes, Histoire divisée, mémoire partagée, Ukraine, Russie et Pologne. Une réflexion qui nous aidera, on l'espère, à y voir un peu plus clair dans ce qui est en train de se jouer aujourd'hui tout de suite dans ce coin de monde. Carlos Maruga, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être parmi nous, monsieur le sénateur, conseiller aux États socialistes. Vous siégez à la commission de politique extérieure et vous faites partie de ces politiques suisses qui ont tout de suite condamné l'invasion russe et défendu l'idée que la Suisse devait se montrer à la hauteur de l'enjeu. On y reviendra évidemment dans cette émission. Et Alexandre Vautravers, enfin, bienvenue. Vous êtes expert des questions d'armement et de sécurité globale à l'Université de Genève, rédacteur en chef de la revue Militaire Suisse, vous-même lieutenant-colonel dans l'armée suisse. Et c'est à l'officier que j'adresse ma première question. Quelles sont les nouvelles du front, maintenant, tout de suite? Alors, je ne suis plus à l'Université de Genève, puisque l'Université de Genève a considéré que les questions militaires et de sécurité n'étaient pas des disciplines universitaires. Mais ce qu'on peut dire sur la situation sur le front, peut-être en 4 points, parce que sinon, on va se perdre dans les détails. Dans les dernières 24 heures, il y a eu plusieurs combats aériens. On pensait que l'aviation n'était pas si importante ou significative, ou que la Russie se retenait d'utiliser des avions de bombardement au cours de ces opérations. Ce n'est pas le cas. Il y a eu plusieurs accrochages dans ce domaine-là. La situation autour de Kiev, c'est toujours un renforcement de cet encerclement sur 3 côtés de la capitale, avec des escarmouches, parce qu'on va essayer de trouver les défenses de l'adversaire, et puis on va essayer petit à petit de grignoter du terrain. Donc on peut s'attendre effectivement à une montée en puissance de ces opérations militaires dans la région de Kiev. Pour ce qui est de Kiev. Pour ce qui est de la région de Kharkiv, au nord-est du pays, contre toute attente, alors ma collègue de gauche pourra certainement mieux le dire que moi, mais je pense que les Russes s'imaginaient qu'ils allaient rentrer dans un terrain conquis avec une population pro-russe, russophone, et en réalité les opérations militaires ont été très dures, et ce qui s'est passé ces dernières 24 heures, c'est en fait une contre-attaque de l'armée ukrainienne qui donc a stabilisé la situation autour de Kharkiv, donc ce carrefour routier très important. Et puis vous avez parlé de Mariupol dans le sud, et là effectivement il faut s'attendre à des combats extrêmement durs, acharnés, non seulement des armées régulières, mais aussi de supplétifs, de proxy au profit des uns et des autres, si j'ose dire, parce que la continuité territoriale de cette bande de terrain qui réunit la Crimée dans le sud et puis les républiques séparatistes à l'est est quelque chose d'absolument essentiel pour les objectifs russes.
Mais Frédéric Ancel, qu'est-ce qu'on sait exactement du terrain? Enfin, il y a toutes sortes d'informations, mais là, on entend par exemple à Mariupol que ce sont les troupes ukrainiennes de sécessionnistes qui justement encerclent la ville. D'abord, est-ce que c'est vrai? Et ces informations, comment est-ce qu'on les valide aujourd'hui du terrain? Alors d'abord, deuxième question, elle est extrêmement difficile à valider cette situation parce que M. Poutine utilise, et ce n'est pas nouveau, des mercenaires. Il le fait depuis d'ailleurs 2014 dans le Donbass, c'est ce qu'on a appelé les hommes verts ou les petits hommes verts, des gens qu'il n'assumait pas, qui parlaient russe, dont les matériels étaient russes, qui mangeaient russe, qui se trouvaient immédiatement devant la frontière russe, mais pour M. Poutine, c'était simplement des patriotes ukrainiens. Bon. Et là, effectivement, il emploie ce système de mercenariat de manière d'ailleurs très poussée, parce que non seulement on a effectivement, donc je vous le confirme sur la première partie de votre question, on a des gens qui sont russophiles et russophones du Donbass, ils en ont bien le droit, enfin je veux dire, c'est leur identité, donc ils sont du côté russe, ça c'est évident, mais on a aussi l'intervention d'un certain nombre de troupes. Alors on ne sait pas exactement combien, mais de troupes de mercenaires du fameux groupe et du tristement fameux groupe Wagner, qui crapahute plus souvent qu'à son tour en Afrique, mais dont on a rappelé plusieurs régiments, ce qui est intéressant d'ailleurs en Ukraine. Et puis vous avez aussi des Tchétchènes, des gens qui ont pris fait et cause pour la Russie après la deuxième guerre de Tchétchénie en 99. Donc je vous confirme que autour de Mariupol, on a effectivement une espèce de patchwork de troupes, mais de toute façon essentiellement, évidemment, exclusivement, russophiles, enfin aux ordres évidemment du Kremlin. Une question effectivement qu'on se pose, c'est vous tenez d'où ces informations? Parce que on a l'impression qu'il y a finalement, c'est un conflit ultra médiatisé, mais finalement il y a assez peu d'informations crédibles ou validées qui nous viennent. Alors justement, Frédéric Ancel et puis vous tous autour de cette table, comment est-ce que vous êtes informés de ce conflit au jour le jour? Alors, à titre tout à fait personnel, je ne suis pas du tout le porte-parole de qui que ce soit, mais j'ai plusieurs contacts, plusieurs correspondants à la fois en Ukraine et en Russie, d'une part. D'autre part, je suis très proche, et vous l'avez rappelé tout à l'heure aimablement dans votre introduction, de milieux militaires et diplomatiques en France qui reçoivent des informations extrêmement précises et précieuses sur le terrain. Mais vous voyez, je suis extrêmement prudent. Je ne suis pas capable de vous dire combien de Tchétchènes ou combien d'hommes du groupe Wagner se trouvent aujourd'hui autour de Mariupol. Je ne peux pas vous dire précisément où ils se trouvent, et surtout, je ne peux pas vous dire combien il y a de Russes, Ukrainiens, plus exactement, d'Ukrainiens du Donbass, déjà contrôlés par la Russie en 2014. Donc, je crois, comme beaucoup parmi mes confrères ou mes collègues géopolitologues, ou parmi les diplomates ou les officiers, en réalité, on picore, on pioche des pièces du puzzle, et à partir de là, on essaye de constituer une situation ou une évolution à un moment M. Et les politiques, Carlos Maruga, justement, à la commission du Conseil des États, comment est-ce que vous êtes informé, vous? Par quel biais? Alors, si on devait compter seulement sur l'information officielle qui nous parvenait, ce serait totalement insuffisant. J'ai reçu un seul mail depuis le début des événements qui résume la situation, mais finalement qui est obsolète par rapport à ce que moi je peux lire dans les différents canaux où j'essaie de m'informer. Donc d'abord, j'essaie de m'informer par le biais d'abord de la presse ordinaire, c'est-à-dire de la grande presse, BBC ou l'APF, l'AFP, ou des journaux, disons, des sources de ce style-là. J'ai sur mon téléphone Sputnik aussi pour avoir une version qui est un narratif un peu différent. Et puis, je reçois un avis de l'ambassade d'Ukraine, mais qu'est-ce que c'est vraiment la réalité? Puisqu'on dit un certain nombre de choses, mais je n'ai pas l'équivalent de l'autre côté. Et je ne parle pas le russe, je ne lis pas le cyrillique et je n'ai pas de documents qui viennent de ce côté-là. Mais il est vrai aussi que nous avons, au travers de membres de notre parti, des gens qui se trouvent en Ukraine et qui finalement, par des mails, par des SMS, comme ça, nous font venir un peu des informations. Mais je suis incapable de faire le discours qui a été fait par M. Vautravers tout à l'heure, ou même celui qu'on vient d'entendre sur la situation militaire sur le terrain. D'ailleurs, je veux dire, c'est même pas mon rôle comme politique de faire vraiment ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le positionnement de mon pays dans ce conflit.
par rapport à un agresseur et un pays dont la souveraineté est simplement violée. Oui, mais pour prendre les bonnes décisions, y compris politiques, il faut justement avoir cette bonne information. Et comment est-ce qu'on explique qu'aujourd'hui, à l'heure justement des téléphones portables, il y a finalement, alors il y a beaucoup sur les réseaux sociaux, mais il y a très peu qui est validé. Comment est-ce qu'on explique qu'on ait si peu finalement d'images, même de victimes, hein? C'est très très paradoxal ça, Alexandre Vautravers, vous qui êtes journaliste en plus. Je suis journaliste, je suis militaire, je fais plein de choses, mais j'ai fait un tiers de ma carrière militaire dans le domaine du renseignement. Donc, pour moi, aller chercher l'information n'est pas un problème, n'a jamais été un problème. Et comme on l'a dit tout à l'heure, à partir du moment où vous avez des personnes qui se trouvent dans plusieurs pays périphériques de la situation, vous avez peut-être d'autres sensibilités, d'autres sons de cloche. Donc, j'aimerais pas trop m'appesantir sur les informations, parce que les informations, on les a. Alors, on n'a peut-être pas les images, ça c'est vrai, d'un point de vue journalistique, ça peut être problématique, mais les informations, on les reçoit. Par contre, ce qui est pour moi absolument essentiel, et c'est vraiment la clé ici, c'est pas tellement l'information, c'est la méthodologie. Et là, qu'on parle de géopolitique, qu'on parle d'histoire, qu'on parle de sciences politiques, qu'on parle de tactique militaire, qu'on parle d'économie ou de finance, vraiment la question, c'est d'avoir une bonne et une solide grille de lecture. Et puis bien sûr, il faut peut-être avoir suivi la situation et pas seulement s'être intéressé à cette région du monde le 24 du mois dernier en milieu de journée. Peut-être qu'il faut avoir une connaissance un petit peu plus approfondie de, par exemple, les réformes militaires russes depuis l'an 2000, depuis l'arrivée de M. Poutine, en particulier la réforme de 2008 qui disait absolument clairement tout ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Quand vous avez une réforme militaire qui est mise en place et qui dit l'objectif c'est en 2017 d'être prêt à la guerre, je veux dire, voilà, même si vous ne lisez pas le cyrillique, vous faites traduire. Corinna Macher, justement, on a parlé de ces troupes ukrainiennes du Donbass qui étaient en train de tirer, de bombarder d'autres Ukrainiens, de ces russophones, etc. La situation est finalement beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Pas uniquement des Russes contre des Ukrainiens. Non, elle est complexe. Alors, pour revenir sur la question de l'information, moi j'ai évidemment une autre... Je ne suis pas du tout dans les cercles militaires ni diplomatiques, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut voir passer à travers les réseaux sociaux, sur Twitter par exemple. On sait que le président Zelensky communique beaucoup à travers Twitter. Et donc, si on est inscrit si on suit un canal où on reçoit les nouvelles ukrainiennes, eh bien, on a des nouvelles assez directes de ce qui se passe sur le front, dans le pays en Ukraine. Et puis, on a pas mal d'images quand même. On a pas mal d'images de maisons bombardées, de lieux qui sont complètement détruits. Donc, on a accès à ces images si on sait où, enfin, si on est inscrit, si on suit, si vous voulez, les bons canaux. C'est évidemment beaucoup plus difficile en Russie, où en Russie il y a une censure sur l'image, et donc c'est vrai que pour les Russes qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux, ou bien tout simplement qui ne savent pas les utiliser parce qu'ils sont peut-être plus âgés, et qui ont accès uniquement disons, aux informations russes officielles, ils ne savent pas ce qui se passe en Ukraine. C'est très difficile pour eux de s'imaginer que Kiev est bombardé, que Kharkiv est bombardé. On n'a pas le droit d'utiliser le terme de guerre, mais d'opération spéciale. Donc on nettoie les territoires des néo-nazis. Ça prend. Les Russes sont dupes de ça, ou bien ils mettent quand même ça... Alors, ça dépend lesquels. Je pense qu'il y a quand même une œuvre de propagande très forte en Russie qui a lieu depuis maintenant de nombreuses années, qui fait son travail. Et puisque moi j'ai aussi accès, je connais beaucoup de personnes en Russie de générations très différentes, et je vois que parmi les collègues ou les amis que j'ai en Russie, par exemple, que les générations plus âgées, qui justement n'ont pas accès aux réseaux sociaux, suivent assez le discours du pouvoir et considèrent effectivement, sont assez d'accord pour dire que voilà, il faut nettoyer l'Ukraine de cette bande de néo-nazis, et que Vladimir Poutine a raison et que c'est vraiment quelque chose qu'il fallait faire. Et puis ensuite, quand on leur dit, mais quand même, l'Ukraine est bombardée, les villes sont bombardées, comment vous pouvez accepter que justement ce pays où vous avez des frères, des cousins, des amis, là ils disent, oui, c'est la catastrophe.
c'est la catastrophe, mais ils ne prennent pas vraiment l'ampleur de cette catastrophe parce qu'ils n'ont pas accès aux images. Après, vous avez évidemment d'autres. Mais ils savent quand même qu'il y a des soldats tués qui reviennent sous la forme de cercueils. Ce n'est pas forcément l'information première qui est donnée à la télévision russe. Donc ça commence à sortir. Et c'est pourquoi aussi il y a une opposition très forte à la guerre en Russie. Le problème, c'est que l'opposition est complètement désormais bâillonnée. Il y a quand même des lois qui ont passé et qui d'ailleurs rentrent en vigueur aujourd'hui même. On parle de 10 000 personnes arrêtées. Oui, alors 10 000 personnes arrêtées. Et puis désormais, les lois qui rentrent en vigueur aujourd'hui interdisent à quiconque de parler de guerre ou de diffuser des fausses informations, donc des informations qui sont différentes de celles qui sont donc données par le pouvoir, sous peine de 15 années de prison. Alors évidemment que ça va empêcher les gens de sortir dans la rue parce que c'est très dangereux, c'est très peur. Et donc les personnes qui sortent, et aujourd'hui encore à Saint-Pétersbourg, il y a des personnes qui sont sorties dans la rue, c'est des personnes qui prennent un risque énorme et qui ont un courage incroyable. Mais par contre, sur les réseaux sociaux, comme ces lois peuvent être rétroactives, donc ce que conseillent les défenseurs des droits humains en Russie, c'est d'enlever en fait les messages qui ont été postés avant l'entrée en vigueur de ces lois pour justement éviter d'être arrêtés. Donc en Russie même, il y a des gens qui sont désormais en grand danger. Et il est sûr que par exemple de couper l'accès aux cartes Visa ou Mastercard, ça veut dire que pour certains d'entre eux, ils n'ont même pas la possibilité d'acheter un billet et de quitter la Russie. Et pour ces personnes-là, ça va devenir extrêmement compliqué. C'est des personnes qui sont extrêmement courageuses. Donc, voilà. Après, c'est des questions de génération, dans les villes, dans les campagnes. Donc, disons qu'en Russie, la situation, elle est extrêmement diverse en fonction des personnes avec qui vous parlez. Un autre exemple, si vous me laissez juste le temps, dans les institutions, par exemple, les grandes institutions publiques en Russie, vous avez des choses qui se passent qui sont assez aussi intéressantes. Vous avez par exemple la direction de ces institutions, par exemple des enseignements, des universités, qui prennent parti pour la guerre, donc qui écrivent des lettres publiques pour soutenir le pouvoir et puis qui reprennent toute la rhétorique du pouvoir. Et puis au-dessous, vous avez des enseignants, des étudiants, des étudiantes, enfin des collaborateurs, des collaboratrices qui prennent la parole dans des lettres publiques pour dire qu'ils sont contre la guerre. Et donc vous avez vraiment une société russe qui est très divisée, et les personnes qui, dans ces institutions, signent, ils sont des milliers, à signer. C'est vraiment assez incroyable. Aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont en danger, très clairement. Donc, ce que j'ai vu encore aujourd'hui, c'est par exemple une lettre d'une institution publique qui prenait fait et cause pour la guerre et pour Vladimir Poutine, mais vous n'aurez plus la possibilité pour les autres personnes qui travaillent dans ces institutions d'écrire une lettre publique et de la signer, parce que très clairement, ces nouvelles lois, pour eux, c'est un danger de se retrouver en prison. Donc les voix contestataires vont être de moins en moins audibles, et on va de plus en plus entendre justement ces personnes qui n'ont pas forcément accès aux réseaux sociaux et qui suivent Vladimir Poutine. Alors, chez nous aussi, l'impact est très, très fort. Là, on va voir des images justement tournées hier à Genève. 3500 manifestants, 40 000 à Zurich, dans la plupart des villes d'Europe. L'émoi est très fort. Et donc, Frédéric Cancel... Là, on voit ces images. Donc, une énorme mobilisation dans les pays occidentaux. Frédéric Ancel, est-ce que cette opinion publique, elle peut faire basculer les choses aujourd'hui, et dans quel sens ? Non, la réponse est non. La réponse est non. Tout à l'heure, vous m'avez fait l'amitié de mentionner mon bien modeste bouquin. C'est mon 17e. Je vais vous dire pourquoi je vous raconte ça. Parce que ça fait 29 ans que j'enseigne la géopolitique, et ça fait 29 ans que je me tue à dire, peut-être que je me trompe, et que je me tue à tenter de convaincre ce dont je suis absolument convaincu, de convaincre mes concitoyens, l'ensemble des citoyens sur cette terre de misère. Les opinions publiques accompagnent des phénomènes. Elles peuvent effectivement accélérer certains phénomènes, elles peuvent constituer un facteur secondaire non négligeable, mais je suis convaincu que ce ne sont pas les opinions publiques qui arrêtent les chasseurs bombardiers Sukhoi ou des chasseurs bombardiers F-35. Ça ne se voit pas dans l'histoire stratégique. Elles influencent le politique. Absolument. Monsieur Samaruga, ce sera intéressant. Mais oui. Bon, on finit avec Monsieur Ancel et après on vient vers vous. Elles influencent le politique. Sauf qu'en l'occurrence, et je m'en réjouis 1000 fois,
le politique européen, le politique helvétique, je parle sous votre contrôle, le politique américain et au fond, les politiques indiens et chinois, l'Inde et la Chine s'étant abstenus à 2 reprises sur 2 votes onusiens en l'espace d'une semaine, eh bien, ces politiques-là ont déjà été immédiatement choqués par la brutalité d'une part, la soudaineté d'autre part, de l'intervention, de l'attaque massive de la Russie. Et constatez quelque chose avec moi, c'est que les opinions publiques occidentales, et peut-être d'autres, mais pour l'instant essentiellement occidentales, il est parfaitement exact qu'elles se mobilisent, et j'en suis extrêmement réjoui, fier et heureux, mais j'affirme encore une fois que elles ne font qu'accompagner, elles ne font que soutenir en quelque sorte les politiques qui, eux, constatent qu'il y a réellement un danger géostratégique et identitaire d'ailleurs à l'est de l'Europe, et qui n'ont pas attendu les manifestations à Genève, à Paris ou que sais-je encore, pour brandir et pour asséner et pour infliger des sanctions économiques, financières et techniques extrêmement dures à la Russie. Alors si vous voulez que je vous dise, l'important c'est que ça tienne parce que du coup les politiques seront convaincus qu'il faut que ce soit sur du moyen et du long terme, oui, non mais si vous voulez, très bien, formidable. Tout ça éthiquement et moralement est très bien. Moi, je le répète, mon credo qui est le suivant, à la fin des fins, c'est le politique, le stratégique, le militaire qui l'emporte, en tout cas, dans la mesure où il y a à Moscou, et vous l'accorderez, quelqu'un qui se fiche complètement des opinions publiques et qui entretient une vraie brutalité, pas seulement militaire, mais une vraie brutalité en termes de communication, contrairement à ce que fait M. Zelensky, mais le pauvre, lui, c'est la seule carte dont il dispose réellement, tenter de bouger les opinions publiques, okay, et sachant que au Kremlin toujours, et je conclus avec ce point-là, nous avons affaire à quelqu'un qui, depuis 22 ans qu'il est au pouvoir, nous répète et nous rappelle que, je le cite, la chute de l'URSS a été la pire catastrophe du XXe siècle. Fin de citation. Et ça fait 22 ans qu'il tente, petit à petit, avec un certain succès, et d'ailleurs avec un certain pragmatisme, avec une certaine prudence jusqu'à présent, qu'il tente de reconstituer tout ou partie, en tout cas, de l'empire tsariste puis soviétique. Et de ce point de vue-là, les opinions publiques ne l'intéressent pas. Quant à la sienne, vous savez très bien qu'elle subit une répression extrêmement dure, même si, ça a été très bien dit il y a un instant, beaucoup de Russes, très courageusement, malgré tout, tentent de s'opposer à l'attaque massive de Poutine sur l'Ukraine. Carlos Maruga, vous partagez cet avis parce que chez nous aussi, on sent la terreur nucléaire. On est en train de regarder combien de places on a dans les abris. Il y a effectivement, au-delà de l'émoi vis-à-vis de l'Ukraine, il y a vraiment cette panique aujourd'hui. Vous pensez qu'on a raison d'avoir si peur, et d'ailleurs de quoi? De notre impréparation ou de Vladimir Poutine? De manière générale, sur la question de la mobilisation de la société civile, moi je pense qu'elle est extrêmement importante pour différents niveaux. C'est clair, je partage l'avis, c'est pas la société civile, c'est pas les manifestations de rue, les pétitions et autres qui vont arrêter les chars, qui vont arrêter les bombardements. Il n'empêche que le fait de voir aussi au Kremlin que l'ensemble de la société est complètement derrière la position des gouvernements, qu'il n'y a plus de voix vraiment dissonantes en Occident. Et je pense que ça a aussi une certaine influence dans le discours. Après, il est clair qu'en face, il y a quelqu'un qui est déterminé, qui a montré à Grozny, à Alep, etc., qu'en fait, il est prêt à aller jusqu'au bout, à sacrifier les civils, etc. Mais il n'empêche que ça, c'est là. Ça, c'est un effet, je dirais, plutôt d'image, de montrer cette unité entre les populations et les gouvernements. Ensuite, ici en Suisse, ça a été très particulier parce que au début de la guerre, le Conseil fédéral a dit on va refaire comme en 2014 des mesures pour éviter le contournement des mesures européennes. Puis on a vu qu'en 2014 ça servait à rien puisque il y a eu en 2014 un doublement en fait des flux financiers qui venaient de la Russie en Suisse. On est passé de 4 à 10 milliards de dollars qui sont arrivés sur les banques suisses. Et donc, aujourd'hui, il fallait faire pression sur le gouvernement. Or, les premières pressions qui ont été des manifestations, mais aussi une pétition signée par 120 000 personnes en 3 jours, les partis qui ont fait pression sur le Conseil fédéral, sans compter les pressions aussi des autres gouvernements sur le Conseil fédéral, l'ont amené à changer complètement de stratégie et dire on adhère en fait aux sanctions qui sont les sanctions européennes et on les décline. À tel point qu'on se demande si aujourd'hui la Suisse est encore neutre et peut justifier. Non mais ça, alors il n'y a pas de souci, elle est neutre parce que la neutralité juridique, elle est simplement militaire. C'est-à-dire on n'est pas en train de soutenir ni les Russes ni les Ukrainiens, il faut sortir
dire de cela, il y a une petite brochure très intéressante qui a été produite il y a une année ou deux par le DPS sur l'évolution de la notion de neutralité. Et c'est très intéressant parce que c'est en fonction, je vais dire, des tensions dans le pays et de la cohésion nationale ou pas, et en fonction de la réalité internationale. Et donc, c'est un choix politique du moment. Aujourd'hui, il n'y avait pas d'autre choix politique pour le Conseil fédéral, mais il l'a compris un peu tard, c'était de s'aligner sur les mesures qui étaient les mesures européennes. Puis, dernier point de ces mobilisations qui est extrêmement importante, vous, comme moi, comme autour de la table, on a un sentiment diffus comme ça aujourd'hui d'une appréhension de qu'est-ce qui va arriver. Et je crois qu'il est important, je vais dire, de pouvoir partager ces moments de préoccupation et d'exprimer que finalement on n'est pas seul, on est ensemble. Et on essaye en fait de faire face à la problématique ensemble. Et donc ces mobilisations, elles sont importantes, elles ne vont pas changer complètement la face du monde et de ce conflit, mais elles changent la politique nationale, elles ont changé en Suisse la politique nationale. Je crois que c'est important. Maintenant, le fait, il faut que sur le long terme, on puisse aussi, par ces mobilisations, montrer que la Suisse accueille, je veux dire, les réfugiés. On sait la difficulté que la Suisse, malgré son discours humanitaire et d'ouverture, a accepté les réfugiés afghans, les réfugiés syriens, etc. On entend déjà que les réfugiés de guerre ukrainienne devraient avoir une période limitée. On sait que ce conflit, quel que soit le moment où il va s'arrêter, va marquer ce pays et des populations qui vont rester des années. Mais là, la population a l'air plutôt d'accord. Hein. Il y a oui, mais je parle le Conseil fédéral a une politique tout à fait différente de celle qu'il avait adoptée vis-à-vis des Afghans et même avant des Syriens. Il n'a pas encore pris les décisions. Il nous a dit qu'il allait dans ce sens. Il faut aujourd'hui avoir un permis qui nous permette d'avoir cette liberté. Et donc la mobilisation, pour terminer, qui est extrêmement importante. Bref, voilà. On continue le débat dans quelques instants. Le point de retour, j'aimerais juste poser la question sur la neutralité, hein, l'effet que ça a pu faire sur vous, Français, Frédéric Ancel. Comment est-ce que vous avez perçu justement le fait que la Suisse a si franchement pris position sur cette question ukrainienne ? C'est l'une des traductions les plus spectaculaires et positives de ce que je vous disais, c'est-à-dire cette réaction très forte, unanime en Europe, hein, je crois pouvoir l'affirmer, y compris d'ailleurs la Hongrie, parce que je rappelle que M. Orban faisait encore le zouave il y a 3 semaines de cela avec M. Poutine, hein, et là aujourd'hui on l'entend plus. Parenthèse fermée. Donc c'est l'une des traductions, effectivement, cette prise de position très forte et très rapide de la Confédération helvétique, du rejet total, hein, de la conjugaison, hein, encore une fois, à la fois de la brutalité, de la soudaineté et de l'illégalité totale, bien évidemment, de l'intervention militaire russe en Ukraine. Et c'est l'une des deux traductions les plus fortes. Hein. Celle-ci, l'autre étant, et vous apprécierez la différence de nature, mais je les mets réellement, hein, sur le même plan, l'autre étant, bien évidemment, le basculement révolutionnaire de la politique allemande. Enfin, là, on a quelque chose d'absolument nouveau depuis 1949 et qui n'était pas du tout prévisible. Donc, et j'ajoute, cerise sur le gâteau, de la part d'une coalition rose-verte. Donc là, on a réellement les deux, pour moi, vraiment, hein, vous avez pointé le doigt sur l'une des deux traductions, l'une des deux illustrations les plus fortes, les plus claires de cette réaction très forte des Européens. Et bien évidemment, en tant que Européen, pas seulement en tant que géopolitologue, on ne peut que s'en féliciter. En tout cas, c'est mon cas. Effectivement, on a cité la remilitarisation de l'Allemagne, 100 milliards de crédits décidés par Olaf Scholz. Alexandre de Travers, justement, vous vouliez réagir par rapport à ça ? Oui, alors c'est pas avec 100 millions qu'on va remilitariser. Oui, alors sur un certain nombre d'années, c'est pas avec ça qu'on va. En fait, ce sont des arriérés qui n'ont pas été dépensés. Je voulais juste dire que l'opinion publique a été effectivement important. Ça, c'est un paramètre dans la décision des démocraties, pas forcément de certains autres régimes. Mais j'aimerais peut-être faire un parallèle historique pour montrer que on n'a pas attendu la situation actuelle en Suisse pour avoir cette émotion, cette prise de conscience. Et je prends un parallèle historique qui me paraît tout à fait éclatant. C'est 1939, lorsque l'Union soviétique a attaqué la Finlande. Mais ça remonte, hein. C'est pas si neuf que ça, qu'on ait à ce point-là pris fait et cause pour une cause. Mais je trouve que les parallèles sont assez intéressants sur plusieurs titres. Il y a eu véritablement un élan de solidarité en Suisse
Suisse, il y a eu une prise de conscience extrêmement importante que ça pouvait nous arriver très bientôt, et puis aussi une solidarité vis-à-vis du peuple finlandais, de la nation finlandaise, et on ne sera pas surpris que la Suisse a envoyé des convois pour fournir des armes à la Finlande qui se battait pour sa défense et sa survie, et ceci est en 1939, donc simplement remettre dans le contexte historique, on n'est pas dans une situation totalement hors cadre par rapport à la neutralité de la Suisse. Alors tout ça se cristallise autour de la personnalité de Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, qui est le bon héros, en tout cas chez nous, versus le très mauvais, le grand méchant Vladimir Poutine. Comment est-ce que ça c'est perçu justement en Russie et en Ukraine même, Corinne Macher? Alors de nouveau en Russie, je ne pense pas que les télévisions officielles, enfin les télévisions russes montrent Zelensky sous ses plus beaux atours. Ses plus beaux atours. On verra plutôt Vladimir Poutine et son équipe. Ensuite, par rapport à la Russie, il y a peut-être aussi une chose qu'il faut absolument dire, c'est que effectivement, on n'a pas beaucoup d'images de ce qui se passe réellement en Ukraine, mais on a quand même des Russes qui sont en lien avec leur famille en Ukraine, et c'est ces Russes-là qui quelque part, souffrent énormément parce qu'ils reçoivent des nouvelles directes. Et pour eux, c'est une guerre qui est fratricide, c'est une guerre qui est horrible. Et ce sont des familles entières qui se déchirent autour de ce qui se passe en Ukraine. Donc la situation en Russie, elle est extrêmement complexe. En ce qui se passe par rapport à l'image de Zelensky, il y a une chose qu'il faut encore dire par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'importance de la société civile. Moi, je suis d'accord pour dire qu'évidemment, c'est pas ça qui va arrêter Vladimir Poutine. Par contre, en Ukraine, ça joue un rôle extrêmement important. Parce que justement, de nouveau sur sur Twitter, sur les réseaux sociaux, je peux vous assurer que toutes les prises de position pour l'Ukraine dans le monde, toutes les prises de position politiques, des personnalités culturelles, artistiques, tout est diffusé sur les réseaux sociaux, sur Twitter en Ukraine, et c'est quelque chose qui contribue effectivement à faire que les Ukrainiens, les Ukrainiennes, la société ukrainienne se sent totalement, disons, soutenue dans son œuvre de résistance. Et ça, pour le moral de la population, ça joue un rôle extrêmement important, et c'est ce qui fait défaut aussi du côté russe, c'est-à-dire qu'on a une armée ukrainienne qui est portée en fait par ce désir de libérer le territoire, et là on a une situation assez paradoxale où la Russie, quand elle est attaquée 1812-1941, elle veut libérer le territoire. Là, c'est la chose inverse, et c'est les Ukrainiens qui ont une force morale pour eux en disant on va libérer notre territoire. Zelensky joue un rôle absolument capital, évidemment. Il s'est transformé en l'espace de quelques jours en véritable chef de guerre. Et il était très critiqué auparavant pour une politique qu'il ne faisait pas. Il a été critiqué aussi parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est apparu aussi dans l'enquête des Panama Papers. Et donc ça a quand même fait descendre sa popularité. Maintenant, sa popularité, elle est au plus haut. Et puis, évidemment, il est comédien, il sait très bien faire les choses. Et puis, il montre aussi qu'il a un énorme courage. Il aurait pu partir. Quand Joe Biden lui a proposé de l'aider pour partir, il lui a dit « j'ai pas besoin d'un taxi, j'ai besoin d'armes ». Et donc il reste. Il a le sens de la formule. Il a le sens de la formule. Et ça, il fait tenir son pays très clairement. Très clairement. Et on le voit proche de ses hommes, il est bras dessus, bras dessous. Enfin, c'est quelque chose. Et ça fonctionne, évidemment. Ouais. Alors, on va voir un extrait. Je vais juste donner cette information. Effectivement, les bombardements ont apparemment repris à Mariupol et l'évacuation de civils est interrompue. On va voir justement Zelensky cette semaine en plénière à Bruxelles. On l'écoute tout de suite. Et nous voulons maintenant être vos égaux, nous voulons être membres de l'Union européenne. Et je pense qu'aujourd'hui, nous montrons à tout le monde que nous sommes vos égaux. Et l'Union européenne sera beaucoup plus forte avec nous au sein d'elle. Sans vous, l'Ukraine sera seule. Nous avons fait preuve de notre force, nous avons montré que nous sommes vos égaux. De votre côté, prouvez que vous êtes à nos côtés. Prouvez que vous n'allez pas nous laisser tomber. Prouvez qu'en effet, vous êtes des Européens. Et ensuite, c'est la vie qui l'emportera sur la mort et la lumière qui l'emportera sur les ténèbres. Gloire à l'Ukraine.
Alors, standing ovation de la part du Parlement européen, grosse émotion après ça. Frédéric Ancel, est-ce que quand même le fait que justement il y a cette émotion, que ce soit chez les politiques ou dans l'opinion publique, pourrait pas nous conduire à faire des erreurs? D'ailleurs, faudrait-il intégrer l'Ukraine dans l'Union européenne aujourd'hui? Voilà, alors ça c'est la question centrale en réalité. D'abord, je pense que Zelensky, je suis d'accord avec ce qu'a dit Madame, se montre tout à fait courageux. C'est un vrai chef de guerre. Vous savez ce qu'on dit, c'est dans l'adversité qu'on reconnaît les grands hommes. Bon, donc ça c'est une chose sûre. Ensuite, il n'a pas d'alternative, il n'a pas d'autre choix que de tenter de peser sur, alors encore une fois, moins sur les opinions publiques que sur les dirigeants de l'Union européenne. Et il le fait remarquablement bien. Après, c'est quelqu'un qui, et il a que ça comme carte importante aujourd'hui. Après, c'est quelqu'un qui n'est pas stupide. Il sait parfaitement que sa demande, à court et moyen terme, n'est absolument pas envisageable. Ce n'est pas envisageable que l'Ukraine intègre l'Union européenne à court et moyen terme pour plein de raisons. Je les résume d'un mot. Un, sur le plan économique, social, technique, normatif, administratif, l'Ukraine est extrêmement loin des critères les moins sévères exigés par l'Union européenne pour pouvoir intégrer. Deux, c'est un pays qui de toute façon, malgré tout, est en guerre. C'est-à-dire que même même il y a 3 semaines de cela, en quelque sorte, depuis au moins 2014, c'était un pays qui n'aurait pas pu déposer une demande de dossier. En tout cas, on peut toujours demander à déposer un dossier, mais il n'aurait pas pu être reçu en l'état parce qu'il y avait une véritable problématique stratégique aux frontières et une partie du pays était très clairement occupée et même annexée. 3, c'est un très très gros morceau pour l'Union européenne qui doit déjà digérer encore plusieurs États balkaniques, peut-être un jour l'Islande si elle se décide à rentrer, et d'autres États qui avaient déjà déposé leur candidature bien avant l'Ukraine. Donc moi je pense que pour toutes ces raisons, ce n'est pas possible. Mais encore une fois, il a parfaitement raison de le demander, et j'ajoute qu'on peut très bien faire partie du Conseil de l'Europe. On peut très bien disposer d'aménagements particuliers, un peu à la manière de la Turquie, du Maroc, d'autres pays, pour se rapprocher de l'Union européenne et pour bénéficier de subsides et de soutien de l'Union européenne. Donc encore une fois, je pense que c'est tout à fait important de sa part de le faire. Il est important, et là où je rejoins ce qu'ont dit vos invités, pour nous autres Européens, de démontrer au peuple ukrainien que nous sommes là et que nous sommes présents. Tout cela, c'est tout à fait juste et clair. Simplement, je voudrais juste, encore une fois, établir une simple nuance pour vos téléspectateurs. Ne nous considérons pas, nous autres simples, du moins je parle pour moi, simples citoyens, comme des instruments, des outils, des armes susceptibles de convaincre M. Poutine ou de faire peur à M. Poutine. Ça, ce ne serait pas raisonnable de le croire. Oui, mais il y a quand même le poids de l'opinion publique. Si demain, Carlos Maruga, justement, on voit le corps de Zelensky brandi sur les réseaux sociaux, ou bien on voit des images justement de bombardements à Kiev ou ailleurs avec des maternités et des bébés exposés, est-ce que là, l'OTAN, l'Union européenne, même la Suisse, pourrait résister à une opinion publique qui serait scandalisée qu'on laisse les gens se faire massacrer sous nos yeux ? Bon, écoutez, la question est de savoir comment on fait le calcul du risque militaire. Moi, je ne suis pas le spécialiste, donc M. Vautravers pourra vous le dire aujourd'hui. Moi aussi, parce que le problème, c'est que même malgré l'émotion au sein de la population, qui est aujourd'hui ici, qui est déjà très très vive, parce qu'on voit les réfugiés arriver en Suisse, on voit des images d'écoles qui sont bombardées, on voit des immeubles qui sont bombardés, on nous annonce qu'il y a des civils qui meurent, donc l'émotion, elle est très très vive. La question, c'est à partir de ça, quelles sont les mesures que l'on peut faire? Il y a des mesures qui peuvent être politiques sur le terrain, je vais dire, de l'Union européenne, qui peut effectivement faire un geste politique à un moment donné, de dire on prend note de votre demande, etc., ou on trouve quelque chose qui puisse montrer que l'Ukraine peut s'inscrire dans la communauté de valeurs qui sont les valeurs européennes, qui sont les mêmes d'ailleurs que les Suisses. Et puis, il y a la question militaire. Aujourd'hui, quand moi j'étais à la manifestation hier, on disait de faire un blocage du ciel, le no-fly zone, c'est-à-dire c'est l'intervention militaire de l'OTAN. Ça veut dire que l'OTAN doit tirer sur les avions russes, et ça veut dire que c'est la confrontation totale. Donc ça, c'est simplement inimaginable. C'est-à-dire que c'est un risque pour l'Europe, pour nous, pour de simples citoyens suisses, mais pour le monde qui irait dans un éclatement du conflit gigantesque,
avec les risques nucléaires. Donc ça, je pense que et les dirigeants de l'OTAN et les dirigeants de l'Europe ne sont pas prêts à le faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un armement de l'armée ukrainienne, de la population ukrainienne, et pas, je veux dire, des blocs qui interviennent. Je pense que ça, c'est important. Mais il est vrai que quand on voit l'Ukraine tellement... comme elle rentre au cœur de l'Europe, parce qu'on a l'impression que c'est juste au bord, mais quand on voit les cartes, on mesure la manière dont elle rentre sous la Pologne, isole les pays baltes, et ensuite touche les autres pays, la Hongrie et d'autres. Donc on voit que le risque, il est là, et que en fait, on va se trouver dans une situation où il faut... Oui, défendre ces territoires simplement de la menace, simplement de la menace où il faut répondre à cette menace. Et là, on voit que l'OTAN renforce avec les pays européens ce front-là, mais il n'y aura pas de confrontation tant que c'est vrai que Poutine ne voudra pas la chercher. Moi, je reste persuadé que je pense qu'aujourd'hui, il n'y aura pas d'émotion plus forte peut-être, mais je crois que c'est surtout dans la solidarité du peuple avec le peuple ukrainien, avec les Russes qui se mobilisent. Hier, j'ai vu le recteur de l'Université de Genève, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'attend l'Université de Genève et les autres universités européennes pour venir en soutien à ces scientifiques, à ces membres des universités qui expriment leur position à la guerre. Il faut montrer qu'on est sensible, qu'on a entendu ce message comme ça, ils l'entendent eux aussi. Parce qu'eux aussi, il faut les encourager. Et donc, je pense qu'il faut, dans l'émotion, venir en soutien à nos gouvernements par les choix qu'ils font, pour les renforcer dans leurs choix. Il faut par là aussi faire en sorte que l'on entende ces voix, ça a été dit en Ukraine, mais aussi de les faire entendre de manière diverse en Russie pour tous ceux qui sont opposés à la guerre. Mais si on laisse un tout petit peu retomber l'émotion, Corinne et ma chère, c'est vrai que là tout a basculé, mais il y a peu de temps encore, la Hongrie, la Pologne, c'était des pays qui posaient problème au sein de l'Union européenne. Est-ce que ces pays, comme l'Ukraine, comme la Géorgie peut-être, sont des pays intégrables, qui partagent le même projet européen que nous, si on met de côté un tout petit moment l'émotion ? Alors, ça a été en partie répondu par Frédéric Ancel. De toute façon, on sait bien, même si on ne peut pas le dire de façon ad aeternam, que l'Ukraine ne rentrera jamais dans l'Union européenne ni dans l'OTAN, mais on sait bien que pour l'instant, la question n'est pas à l'ordre du jour. Je pense que quand Zelensky le dit, il le dit aussi, il ne le dit pas seulement à nous, il le dit aussi à la Russie. C'est une façon de dire ce qui se passe ne nous fait pas changer d'avis. Notre destinée, elle est du côté de l'Europe, elle n'est pas du côté de cette Russie qui ne nous reconnaît pas, qui considère que nous sommes en état artificiel. Et ça, c'est quelque chose qui est présent depuis déjà de nombreuses années. Et donc, nous sommes en état qui existe et qui voulons choisir par nous-mêmes notre destinée. Après... Voilà, les questions de faire entrer certains pays dans l'Union européenne, on a vu voilà, ça a été aussi très compliqué par rapport à la Turquie, donc je ne pense pas que c'est quelque chose qui va être à l'ordre du jour, mais pour lui c'est important de le dire aussi à sa population et de le dire aussi en Russie. Notre destinée, c'est celle-là, et nous ne plierons pas, même si nous sommes bombardés. Après, les pays d'Europe, les pays d'Europe centrale-orientale, ceux qui étaient, disons, de ce côté de ce qu'on appelait très mal le rideau de fer, il faut quand même se rappeler que ce sont des pays qui sont rentrés dans l'Union européenne après avoir été, disons, sous l'influence, disons plus que sous l'influence soviétique pendant 50 ans. Et ils ne sont pas entrés dans l'Union européenne pour diluer leur État national. Ils sont entrés dans l'Union européenne parce que, justement, c'était une garantie de sauvegarder leur territoire national. Et donc, l'Union européenne était en quelque sorte une protectrice de leur État national. Donc, ils ne sont pas rentrés exactement pour les mêmes raisons que les premiers pays qui ont créé l'Union européenne. Et ça fait toute la différence. C'est aussi pourquoi, pour eux, l'OTAN n'est pas un instrument d'hégémonie américaine ou les États-Unis, comme ça peut être le cas, par exemple, en Amérique latine, parce qu'il y a une autre histoire avec les États-Unis en Amérique latine. Pour eux, l'OTAN et l'Union européenne, et l'OTAN n'est pas un instrument négatif, c'est quelque chose dont on sait que l'OTAN va pouvoir les protéger. Et évidemment qu'aujourd'hui, les États baltes
sont très contentes d'être dans l'OTAN et que la Pologne est très contente d'être intégrée dans l'Union européenne et qu'en Ukraine, il faut quand même savoir qu'avant 2014, en Ukraine, il y avait une minorité de la population qui était pour l'entrée dans l'OTAN. Je ne me rappelle plus exactement les chiffres, mais ça tourne entre 11 et 20%. Donc la question de l'OTAN ne se posait pas dans l'opinion publique en Ukraine. La question de l'Union européenne, pas trop non plus. C'est à partir de 2014, à partir des événements de 2014, de l'annexion de la Crimée, que le souhait d'adhésion à l'OTAN en Ukraine a augmenté de façon spectaculaire. Donc les événements de 2014 ont fait basculer l'opinion publique en Ukraine par rapport à la vision en OTAN. Alors pas tout le monde ne désire entrer en OTAN, mais si vous regardez les pourcentages avant 2014 et après 2014, la différence elle est vraiment très importante. De la même façon, par exemple, que la langue ukrainienne a beaucoup augmenté en Ukraine après 2014. Donc il y a eu effectivement un changement. 2014 a été vraiment un tournant très important pour l'Ukraine. Alexandre Vautravers, est-ce que ça, c'est pas aussi des provocations vis-à-vis de Vladimir Poutine, ce durcissement des fronts, d'un côté l'Occident qui veut intégrer justement tous ces pays dont Vladimir Poutine avait dit justement c'est la ligne rouge. Est-ce que là, on n'est pas en train de créer quand même un problème dans le problème? Je crois qu'il faut prendre le problème vraiment de manière inverse. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. En fait, il y a eu un basculement à un moment ou à un autre. Alors, on peut discuter sur le curseur. Moi, j'aimerais quand même rappeler qu'au sommet de Bucarest de l'OTAN en 2008, il a été question de l'adhésion de la Géorgie et de l'Ukraine et que sur le principe, puisqu'il faut quand même un accord de tous les membres de l'OTAN, eh bien, tous ces membres étaient effectivement d'accord. Deuxièmement, j'ai un petit peu de peine avec cette vision d'un OTAN tentaculaire qui prendrait des bases, des positions et qui s'approcherait de la Russie, parce que alors ça, historiquement, c'est faux. C'est exactement le contraire. On vient de nous l'expliquer de plusieurs manières différentes, mais fondamentalement, c'est l'insécurité de ces pays. Et si je peux rajouter un point historique, quand on a pu visiter ces pays sous le joug soviétique, eh bien, ces pays étaient non seulement occupés militairement, mais ils devaient payer les troupes d'occupation soviétiques, et en plus, on leur faisait bien comprendre qu'ils avaient été du côté de l'Axe, puisque en fait, ce sont qu'on parle de la Roumanie, de la Bulgarie, de la Hongrie, et j'en passe, tous ces États ont été co-belligérants avec l'Allemagne, ont été partie de l'axe anti-soviétique. Donc, je dirais que le contentieux est tellement fort qu'aujourd'hui, il ne faut pas se surprendre, il ne faut pas être étonné, et comme d'ailleurs on n'a pas été étonné dans les années 2000, que tous ces États, à peine indépendants, aient immédiatement demandé simultanément l'adhésion à l'Union européenne et l'adhésion à l'OTAN. Et puis l'adhésion à l'Union européenne a probablement été plus rapide qu'à l'OTAN, puisque l'OTAN a disposé de plusieurs paliers, et un de ces paliers a été notamment le partenariat pour la paix. Alors le ciment, entre tout ça, Frédéric Ancel, aujourd'hui, c'est la terreur qu'on a tous ici de Vladimir Poutine. Selon vous, justement, c'est quoi son projet? Est-ce que c'est un chef de guerre fou qui n'a plus de limites, y compris nucléaires, ou bien au contraire, il continue d'être dans une logique assez mesurée malgré tout? Qu'est-ce que vous en dites? Alors moi, je pense que c'est quelqu'un qui a toujours été très, très prudent, alors brutal mais prudent, un grand lecteur de von Clausewitz dans le texte, un grand stratège prussien du début du 19e, et il s'en fait fort. Quelqu'un qui, morceau par morceau, a tenté, comme je le disais tout à l'heure, de reconstituer, alors pas tout, parce qu'il n'est pas stupide, il sait très bien qu'il ne va pas récupérer les États baltes qui sont aujourd'hui dans l'OTAN, bon, et qui n'en veulent pas, mais à récupérer tout ou partie de ce que fut non seulement l'URSS, mais l'Empire tsariste, ne l'oublions pas, puisqu'il s'inscrit sur des temps longs, chers à l'historien Fernand Braudel, donc quelqu'un finalement pragmatique. Je pense néanmoins que depuis 2 semaines, il joue plus gros, il prend plus de risques, et je pense d'ailleurs qu'il a mésestimé ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire cette réaction extrêmement forte de l'Union européenne et cette tiédeur relative, on pourrait peut-être y revenir, de la Chine et d'autres États. Mais je voudrais filer la métaphore du joueur de cartes, si ça ne vous embête pas. En réalité, Poutine, et il le sait très bien, il est à la tête d'une grande puissance pauvre. Et dans grande puissance pauvre, il y a pauvre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dispose de 2 jokers, ou peut-être 3 jokers si on compte les faramineuses réserves de gaz naturel et de pétrole, même si du pétrole on en trouve ailleurs. C'est le droit de veto au Conseil de sécurité en tant que membre permanent. Il en a fait usage, bien évidemment, il y a quelques jours. Et puis c'est l'arme atomique. Mais à côté de ça, à côté de ces 3 très belles cartes, il n'y a que des 2, des 3 et des 4.
C'est-à-dire que sur le plan économique, financier, technique, technologique, sauf peut-être pour ce qui concerne les hackers dans le cyberespace, enfin c'est quand même pas, ça ne constitue pas en soi une dimension stratégique, eh bien il n'a pratiquement rien. Et de ce point de vue-là, il joue très habilement, malheureusement, il joue très subtilement la capacité de nuisance de celui qui souhaite agir et agir fortement, qui est revanchiste, hein, qui cherche à revenir à ce qu'avait été son pays de manière réelle ou fantasmée les siècles précédents, et avec les moyens du bord. Alors qu'est-ce que c'est que les moyens du bord? C'est donc les cyberattaques. Ça coûte pas très cher hein, de payer, de financer, même grassement, quelques centaines, quelques milliers d'ingénieurs en Russie. Ce sont les fameux groupes Wagner qui se payent sur la bête en Afrique et qui ne coûtent pratiquement rien. C'est l'empoisonnement de caleçons, peut-être d'autres vêtements et de tubes digestifs d'opposants à l'étranger, et pas seulement d'opposants manifestement, et c'est la terreur. Donc vous avez tout à fait raison d'évoquer, et vous l'avez fait à plusieurs reprises, la peur, la terreur qu'il suscite en nous. Du reste, regardez le nombre d'émissions, et avec raison, à juste titre, hein, qui sont consacrées, le nombre, enfin, ces temps d'antenne hallucinants consacrés à cette question, et encore une fois, c'est tout à fait mérité. Mais lui, ça ne lui coûte pratiquement rien. Et le fait de terroriser une partie de la population ukrainienne qui, du coup, ébranle le pays, qui gêne l'armée ukrainienne pour sa défense, qui va gêner de près ou de loin, peut-être pas tout de suite, peut-être plus tard, s'ils sont plusieurs millions de réfugiés, une partie de l'Union européenne, tout cela procède, me semble-t-il, de la même stratégie, hein, qui est celle du pauvre à l'adversaire. Mais attention, du pauvre extrêmement brutal, parce que là, on a affaire quand même à des éléments constitutifs d'un État, enfin d'une politique véritablement brutale. Oui, alors il nous reste très très peu de temps hein, pour conclure, mais ce que vous êtes en train de dire, Frédéric Ancel, c'est que finalement Vladimir Poutine pourrait calmer la donne dans les semaines peut-être qui viennent, qu'il y a une sortie de crise possible, envisageable dans cette situation aujourd'hui. Je vous le dis d'une seule phrase, puisque c'est lui l'acteur, deux, la première puissance et de loin parmi les deux protagonistes hein, face à l'Ukraine, il ne peut en aucun cas se satisfaire d'une semi-victoire. Et c'est ce qui me fait craindre pour les tout prochains jours une montée en puissance, je crois que c'était dit tout à l'heure très bien, une montée en puissance qualitative et quantitative de ces actions avec brutalité qui vont avec. Malheureusement, je pense que dans les prochains jours, on risque d'avoir le fruit amer de cette réalité sur laquelle il ne peut pas, en aucun cas, notamment vis-à-vis de sa propre opinion, ne pas remporter une véritable victoire. Alors, ça sera le mot de la fin, parce qu'il est malheureusement temps de conclure ce débat que nous allons poursuivre sûrement dans les prochaines semaines, parce que, comme vous l'avez dit, hein, le temps médiatique aujourd'hui tourne autour de l'Ukraine. Et donc, je voudrais remercier tous nos invités ce soir autour de cette table et en duplex de Trouville. Merci à tous aussi de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve dimanche prochain pour parler d'un acteur particulièrement important dans cette guerre en Ukraine, la France, hein, qui doit prochainement élire ou réélire son grand chef des armées, qui est aussi son président. En attendant, prenez soin de vous et bonne semaine à tous.